Alors, on va commencer notre sujet qui s'intitule l'intérêt des nutraceutiques dans la prise en charge des troubles du sommeil. Pour cela, nous allons voir aujourd'hui un petit zoom et bref sur le sommeil. Par la suite, on va voir des troubles du sommeil en chiffres, docteur Bouchko. Par la suite, on va voir une prise en charge des troubles du sommeil et on va clôturer par des exemples de nutraceutiques que certainement vous allez retrouver au niveau de votre pharmacie. Alors, on commence déjà par le sommeil, c'est quoi? Quand on parle d'un sommeil, on parle d'une diminution de l'état de conscience, de vigilance, de tonus musculaire, qui bien sûr il va séparer entre deux phases d'éveil. Alors maintenant, le sommeil, il est fait de plusieurs cycles. Bien sûr, chaque cycle, il passe par plusieurs phases. Et les phases, elles sont tellement importantes. Pourquoi? On a au début l'endormissement. Par la suite, on a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal et un micro-éveil qui va séparer et où on va recommencer un nouveau cycle. Alors, on va faire un petit zoom sur ces phases-là. On va commencer par le sommeil lent léger. Quand on parle d'un sommeil lent léger, c'est en fait la transition entre l'éveil et le sommeil. Là, on a une diminution de la température, on a une diminution du tonus musculaire, on a un rythme cardiaque qui est aussi bas et le rythme respiratoire, il est bien. Par la suite, on passe au sommeil profond. Et juste un point très important, ici, le réveil, il est facile. C'est-à-dire, il est que le sommeil lent, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière. Le réveil, il est possible. C'est là où on se dit, on se réveille, laissez-moi dormir, encore une fois. Lui aussi, il est important pour le cerveau. Il est important pour augmenter la concentration, la mémoire et le stockage. Alors là, vous avez un tableau récapitulatif de l'ensemble de ce qu'on a dit. Quand vous voyez, vous avez l'activité cérébrale et celle oculaire qui sont aussi irrégulières que lorsqu'on est en état d'éveil, le sommeil paradoxal. Vous avez le tonus musculaire qui est important lorsqu'on est éveillé. Il est réduit lorsqu'on parle d'un sommeil lent et il est absent lorsqu'on parle d'un sommeil paradoxal. Pour le rythme cardiaque et respiratoire, ils sont beaucoup plus irréguliers lorsqu'on parle d'un sommeil paradoxal. Et on termine avec, bien évidemment, le réveil qui est facile lorsqu'on parle d'un sommeil long, mais qui est difficile lorsqu'on parle d'un sommeil paradoxal ou bien celui du profond. Alors là, on a parlé de phases de sommeil, d'un seul cycle. Bien sûr, pendant la nuit, on a plusieurs cycles qui vont se répéter. Généralement, c'est de 4 à 6 cycles, avec une durée de 60 jusqu'à 120 minutes par cycle. La diapo, elle est très importante. On a deux conseils importants. Alors, le premier conseil, bien sûr qu'il faut terminer le cycle. Malheureusement, des fois, on se réveille au milieu du cycle. Et du coup, c'est tout à fait normal que si vous voulez vous réveiller à la fin du cycle, il y a l'application sur Google, genre non payante, qui s'appelle Sleep Calculator. Sleep Calculator, soit vous mentionnez l'heure et dans ce cas-là, ça c'est le contraire. Vous mentionnez l'heure elle calcule le nombre de cycles, comme ça vous vous réveillez à la fin du cycle. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, toujours au niveau de cette diapo, quand vous avez vu, là ce sont les différents cycles au cours d'une nuit. Et si vous avez remarqué, la nuit elle est divisée en deux phases. La première partie et la deuxième partie. Ce qui est important, c'est que la première partie, on a beaucoup plus du N3 par rapport à REM. On a beaucoup plus du sommeil profond par rapport au sommeil paradoxal. C'est pour cela qu'ils nous disent qu'il faut dormir à 23 heures pour en profiter du sommeil profond qui est réparateur. Malheureusement, si on tarde à dormir, on ne va pas en profiter du sommeil profond. Il n'y aura que le sommeil léger et un peu du sommeil paradoxal. Voilà. Alors, là, en moyenne, l'adulte, il va dormir entre 7h30 par nuit, en moyenne, avec plus ou moins 1 heure. Vous allez trouver soit des petits dormeurs qui vont dormir à peu près 6h30, et c'est suffisant pour eux, soit c'est des gros dormeurs, les chaque nuit. Bien évidemment, la durée recommandée de nuit de sommeil, elle dépend de l'âge. Ça varie de 14h à 17h pour les nourrissons, 9h à 11h pour les petits-enfants, 7h à 9h pour les adultes pour nous, et c'est moins pour le patient âgé, 7 à 8h. Alors, quand vous voyez, le nourrisson,
et le patient âgé, ils ont des particularités de sommeil. Le nourrissant, qui a beaucoup plus de cycles, c'est un cycle ultradien, ça veut dire qu'il fait beaucoup de cycles pendant 24 heures de la journée. Il a un sommeil beaucoup plus qui est paradoxal. Contrairement à le patient âgé, malheureusement, il a une augmentation du sommeil long et une diminution du sommeil profond et paradoxal. Et donc, d'une manière physiologique, quand la personne il dépasse 65 ans, tout à fait normal, physiologique, il a un manque de mélatonine, on va voir ça par la suite, en détail par la suite, mais d'une autre manière, il a un sommeil qui est réparateur. Et donc, automatiquement, il a une mauvaise qualité de sommeil. Alors, pourquoi on dort? On dort le 1/3 de notre vie. Pas comme ça. On dort le 1/3 de notre vie parce que c'est bien pour une récupération physique, intellectuelle et psychique. C'est bien aussi pour la concentration, pour la mémoire, c'est bien évidemment pour la reconstitution cellulaire, pour en débarrasser des cellules cancéreuses, c'est bien pour l'hormone de croissance qui est importante non seulement pour les enfants mais aussi pour l'adulte, et c'est bien évidemment pour renforcer l'immunité. Et d'ailleurs, un petit conseil ici par rapport à la mémorisation à long terme, si vous avez des enfants, et même je vois des étudiants maintenant, qui vous n'arrivez pas à apprendre les choses comme ça, apprendre. Alors sachez que le fait de, quand vous faites une leçon pendant la journée, vous notez les infos les plus importantes, une fiche de résumé, et vous la lisez juste avant de dormir. Tout va être stocké au niveau de la mémoire lorsqu'on parle du sommeil paradoxal. Et ça va permettre par la suite d'avoir les idées en tête. Alors, les troubles du sommeil, un petit peu. À votre avis, combien de patients souffrent de troubles de sommeil? Tout le monde souffre de troubles de sommeil. Alors effectivement, c'est le 1/3. Une personne sur 3, elle souffre de troubles de sommeil. Parmi les troubles de sommeil, 20% souffrent de l'insomnie. 9% souffrent d'insomnie qui est sévère. Alors, quand on parle en fait de troubles de sommeil, on va parler de plusieurs troubles, notamment les insomnies, les parasomnies, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, les cauchemars, les terreurs nocturnes et autres. Mais les zooms aujourd'hui, c'est l'insomnie. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit insomnie? À votre avis, on le dit quand? On n'arrive pas à s'endormir. Ou là, on dort et on se réveille. Parfait. Alors, vous avez toutes les deux raisons, en fait. Quand on parle d'insomnie, il y a 3 points. Mais 3 points, soit. Alors, soit le patient, il a une difficulté d'endormissement qui dépasse les 30 minutes dans une chambre où il y a l'obscurité totale, sans écran, sans télé, sans bruit, mais qui et il n'arrive pas à dormir. Ah là, quand le patient il a un réveil de plus de 2 fois par nuit. Là aussi, on parle d'une insomnie. Ou là, c'est un patient qui va se réveiller très tôt le matin, 1 heure avant l'heure qui a été choisie. C'est ce qui s'est passé pour moi, le stress, tout simplement. Et donc, avec le 4e point qui va accompagner les 3, c'est un sommeil non réparateur et de mauvaise qualité. كتحس براسك بان ما استفدتيش من هاد النعاس ديالك بحال نعستي ونتي عيان مازال ما ارتحيتيش. Là, c'est un sommeil qui est de mauvaise qualité. Bien sûr que l'insomnie, elle peut être aiguë, lorsqu'elle va être inférieure à 3 mois, comme elle peut être sévère et chronique lorsqu'elle va dépasser les 3 mois. Alors on passe. Prise en charge de cette insomnie, et autant que pharmacien, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le premier point, obligatoirement à respecter, quelle que soit la pathologie, ce sont les règles d'hygiène. Tout simplement pourquoi? Parce que même si on conseille des médicaments à nos patients, s'ils n'arrivent pas à respecter les règles d'hygiène, quelle que soit la pathologie, il n'y aura pas d'efficacité. Même si on parle d'un traitement allopathique, c'est-à-dire de médicaments. Alors là, c'est important de conseiller chez vos patients d'aller dormir à la même heure, choisir une heure fixe et d'aller se coucher à la même heure. C'est important d'éviter d'exposer à la lumière du soleil. Parce que la sérotonine, elle joue un rôle important pour la synthèse de la mélatonine le soir. C'est important aussi de pratiquer le sport le matin. Et si le patient travaille, maintenant, il va pratiquer le sport 2 heures avant d'aller se coucher. C'est important aussi de préconiser un endroit calme où il y a de la musique douce ou le Coran. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que que ce soit le patient, il arrive ou il n'arrive pas à lire. Le Coran, il active la glande pinéale et automatiquement parlant, le patient
patient s'endort. Alors par la suite, bien évidemment, le patient il doit éviter de regarder tout ce qui est télé, télévision, lumière ou autre. C'est important aussi d'éviter tout ce qui est excitant, café, cola, Coca-Cola, le thé, matcha le soir. C'est important aussi d'éviter certains médicaments. On va revenir sur le point Zoom par la suite. Autant que pharmacien, ça nous intéresse. Mais évidemment, c'est invité d'éviter les siestes après 16 heures et de ne pas avoir un repas soit trop copieux, et dans ce cas-là, la digestion, elle est difficile, soit un repas qui est trop léger. Dans ce cas-là, on aura faim. Ben oui, parce que vous aurez faim, monsieur. Et au lieu d'aller dormir, il y aura aussi une insomnie. Bien. Alors là, on passe au traitement prise en charge allopathique, prise en charge avec les médicaments hypnotiques qui représentent en cumul mobile août 2025, selon la source Pharmadata, à peu près 1 million d'unités. Quand même, c'est des médicaments qui sont prescrits, qui sont là, présents, surtout chez les patients âgés. Alors, vous allez trouver différentes classes de médicaments, notamment les benzodiazépines, les apparentés aux benzodiazépines, les antihistamiques et les antidépresseurs. Bien évidemment que la haute autorité de santé, la HAS, elle demande et recommande que donc les trois premières classes, l'utilisation d'alum ne doit pas dépasser grand maximum 4 semaines pour ne pas avoir de la dépendance. Alors, on commence avec les benzodiazépines et les apparentés de benzodiazépines. Différentes molécules, notamment l'alprazolam, le zolpidem, bromazépam, lorazépam. Ces médicaments, bien évidemment, ils vont agir au niveau central, ils vont exciter le GABA, comme ça il y aura une inhibition de l'excitabilité neuronale. Ils ont un effet sur le sommeil, bien évidemment. Alors, c'est quoi l'effet? Quand on prend les benzodiazépines, automatiquement parlant, ils vont diminuer le temps d'endormissement. Donc, pour les patients âgés, c'est une bonne chose parce qu'ils vont dormir aussitôt, rapidement. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils vont augmenter aussi ils vont diminuer aussi le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ça veut dire que le patient âgé, lorsqu'il prend des médicaments pour dormir, il dort, mais c'est un sommeil qui est quantitatif et non pas qualitatif. Et automatiquement parlant, ils vont augmenter le sommeil long, léger. Ce qui va impacter bien évidemment d'une manière négative la qualité de sommeil. Ils sont efficaces sur l'endormissement, certes, mais bien évidemment qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires, notamment la diminution de la concentration à court et à long terme, la diminution de la vigilance, la dépendance, l'accoutumance, et bien évidemment, s'il y a un effet rebond, c'est un arrêt du traitement, il y a l'effet rebond avec l'anxiété, l'insomnie, l'agitation et autres. Alors, la deuxième classe, c'est la classe des hypnotiques antihistaminiques. Ce sont des antihistaminiques de première génération qui ont une action aussi anticholinergique, d'où l'accent sédatif d'ailleurs. Ils vont en même temps bloquer les récepteurs de l'histamine, non sélectifs d'une manière non sélective, et en même temps, ils vont bloquer l'acétylcholine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On a une diminution de la vigilance, ils vont favoriser le sommeil, et bien évidemment qu'on a un effet sédatif. Alors, ils ont aussi, en fait, l'AMM, ce sont des antihistaminiques, après tout. Donc, l'effet sédatif, il est quoi? C'est un effet secondaire qui leur a rendu un effet thérapeutique. Voilà. Alors, parmi les effets secondaires aussi, vous allez trouver la constipation. Ils sont généralement liés à l'action anticholinergique. Donc, la constipation, les tachycardies, les palpitations, la rétention urinaire et bien évidemment l'augmentation de la pression intraoculaire, d'où leur contre-indication absolue. Si vos patients ils souffrent de glaucome à angle fermé, veuillez demander s'il vous plaît cette information avant de donner le genre d'antihistaminique. Je vous donne un conseil. On peut conseiller ce genre de produit en cas d'insomnie. En fait, non. Il y a deux molécules qui ne sont pas sous prescription médicale. Alors, je vais vous donner les noms commerciaux sans pub en arrière-pensée. Alors, prométhazine et alimémazine, ce sont le Phénergan et le Terralène, sous forme de sirop que vous avez au niveau de la pharmacie. Maintenant, hydroxyzine, c'est le fameux Taraxet, voilà, qui est Atarax, l'ancien Atarax, et qui est actuellement Taraxet. Et pour doxylamine, alors là, c'est un produit qui n'a rien à voir avec l'effet sédatif, c'est le fameux Cariban qui se donne chez la femme enceinte. Oui, lui aussi, c'est un antihistaminique de première génération. Voilà. D'où l'action d'ailleurs anti-émétique, parce que la dame, elle s'endort toute la journée. Alors, maintenant, pour les deux premiers, à part hydroxyzine qui est bien sûr sous prescription médicale, c'est quand vous avez des patients âgés, bien évidemment, qui n'ont pas un glaucome à angle fermé, et qui ont une insomnie qui est due parce qu'ils vont se lever plusieurs fois la nuit pour uriner. Ma grand-mère, elle a ce problème-là. Elle va se réveiller 5-6 fois la nuit,
uniquement pour uriner de petites quantités. Et automatiquement, il y a une insomnie. Et on a une insomnie en contrepartie. Quand on donne le genre de médicament, en même temps, on a l'effet sédatif. Et en même temps, grâce à l'effet de la rétention urinaire, qui est bien évidemment un effet secondaire, on a à votre avis, je connais qui t'explique hydroxyzine ou bien zolpidem. Vous connaissez zolpidem, le nom commercial, sans le dire. À votre avis, je connais qui t'explique ça. Prescription, les deux. Zolpidem, alors zolpidem, je dis comme je chauffe. Ok, hydroxyzine, je dis comme je chauffe. 1, 2. Eh bien, ça, vous les êtes, non? Par privé, ok. Alors, hydroxyzine, il dépasse de loin la prescription du zolpidem. Oui. Alors là, on passe à la deuxième partie pour la prise en charge des troubles du sommeil, de l'insomnie précisément. Vous allez trouver le marché des plantes. C'est un marché qui est en évolution, mais très petite évolution. Il n'est pas vraiment existant pour tout ce qui est troubles du sommeil. Il représente 60 000 unités en cumul mobile août 2025 avec un panaché de plantes. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive parce que je n'ai pas pu mettre toutes les plantes, mais ce sont les différentes plantes que vous allez retrouver au niveau des compléments alimentaires et nutraceutiques qui existent au niveau de votre pharmacie, notamment l'aubépine, la passiflore, la valéria, la mélisse, loup blanc, coquelicot, tilleul, escolzia et l'oranger amer. Alors, on commence par l'aubépine. On fait un petit zoom. C'est important. Comme ça, vous avez une idée sur les effets secondaires, sur le dosage, surtout recommandé. Alors, l'aubépine, la partie utilisée, soit le fruit ou bien les fleurs, qui est riche en flavonoïdes. Mis à part son action sédatif et anxiolytique, elle a une action très importante pour le système cardiaque. L'aubépine, elle est reconnue pour son action cardiotonique, hypotensive et anti-arythmique. Donc, faites attention, s'il vous plaît, quand vous donnez un complément alimentaire à base d'aubépine, si le patient, il n'est pas sous digoxine ou le médicament anti-plaquettaire. Très important à le alors, contre-indiqué chez les enfants moins de 6 ans, bien évidemment, à ne pas conseiller chez la femme enceinte et la femme allaitante. Le dosage recommandé, il est de soit 190 à 350 mg de poudre, ou là, 250 mg en extrait à queue, bien sûr dilué dans 150 ml d'eau, 3 à 4 fois par jour. Alors, la passiflore, elle est reconnue pour son action sédatif et pour son action anxiolytique. Principaux accents, c'est uniquement les deux. On va utiliser soit les feuilles ou les tiges. Alors, le dosage recommandé, il est de 0,5 g à 2 g de poudre, ou 1 à 2 g en infusion dans 150 ml d'eau bouillante, mais évidemment à répéter 1 à 4 fois. S'il vous plaît, l'EMA, elle recommande que pour tous les compléments alimentaires et nutraceutiques à base de plantes, si vous voulez avoir une efficacité, mais la première utilisation, mais la deuxième utilisation, il faut respecter au moins 2 semaines pour voir l'efficacité. Et là, c'est important aussi de conseiller vos patients parce que le genre de produits, le genre de plantes, ce sont des hypnotiques. On ne va pas les prendre et on va dormir sur place ou ça fait non, ils favorisent un sommeil de qualité et non pas de quantité. Donc, c'est petit à petit. Alors, c'est le cas aussi pour la valériane, où on va utiliser les éléments souterrains, tout ce qui est rhizome et racines. La valériane aussi, il faut utiliser un dosage de 0,3 à 3 grammes en poudre de racines de tisane à diluer dans de l'eau 1 heure avant le coucher. Par rapport aux effets secondaires, les contre-indications, il n'y a rien à signaler pour cette dernière. Alors, la mélisse, qu'on retrouve aussi chez les petits, chez les nourrissants, on va utiliser les feuilles qui sont riches en flavonoïdes et en huile essentielle. La mélisse, elle a aussi une action spasmolytique qui est très reconnu et il faut utiliser un dosage de 1,5 à 4,5 g de feuilles de mélisse à infuser dans 150 ml d'eau bouillante 1 à 3 fois par jour ou bien 0,19 à 0,55 g de poudre de feuilles 2 à 3 fois par jour. Alors, l'eau blanc, là c'est important, le produit qui coule certains produits, certains nutraceutiques. Attention parce que mon relaxant sédatif ou anxiolytique diallo, il a eu une action oestrogénique. Les femmes ménopausées pour diminuer l'effet de chaleur et la bouffée de chaleur. Et qui dit cela dit que c'est contre-indiqué de le donner quand la patiente a un antécédent de cancer, soit du col de l'utérus, ou là, celui le cancer du sein. Donc, veuillez demander, s'il vous plaît, par rapport à l'indication avant de donner le produit. Bien évidemment, pour les enfants, femmes enceintes et femmes allaitantes, précaution d'emploi, il ne faut pas le donner.
Alors, Escolsia. Escolsia, c'est une pseudo ديال papaveracée. Donc, elle est riche en alcaloïdes. Elle a une action sédatif. Elle a une action anxiolytique. Elle a aussi une action myo-relaxante, ce qui est important lorsqu'on a des contractions musculaires. L'escolsia, puisqu'elle contient des alcaloïdes, elle est contre-indiquée chez les enfants moins de 12 ans, femmes enceintes et femmes allaitantes. Bien évidemment, il ne faut pas donner ça. Il faut donner à raison de 480 mg 2 à 3 fois par jour, une dose au dîner et une autre dose 30 minutes avant le coucher. De la même famille, qu'elle une autre plante, l'ismissa, le coquelicot. C'est exactement de la même famille, qui a aussi une action de plus sédatif et anxiolytique, une action qui est antitussive et antimicrobienne. Tilleul. Alors là, c'est une plante qui est beaucoup plus tranquillisante, relaxante, beaucoup plus qu'une plante sédative. Mais chez elle est moins, elle va vraiment beaucoup plus les enfants, beaucoup plus. Alors, elle a une action diurétique, donc faites attention s'il vous plaît quand vous donnez tilleul, que le patient il est un adulte, mais il couche sous les diurétiques bien évidemment parce qu'il y a une interaction médicamenteuse. Et on clôture avec l'oranger amer, les fleurs, l'écorce et les fruits. La dose maximale de ce dernier, elle ne doit pas dépasser 20 mg par jour. Et attention, contre-indication chez les enfants moins de 6 ans, femmes enceintes, femmes allaitantes, les patients, les pathologies cardiovasculaires et bien évidemment en cas de thyroïde. Voilà. Alors, troisième partie, pour traiter les troubles du sommeil, précisément l'insomnie, c'est la mélatonine. Je pense, bien, alors la mélatonine, le marché d'Yala en premier lieu, c'est un marché qui est en évolution, vraiment en évolution, explosion, voilà. Il représente 295 unités, 1000 bien évidemment unités en cumul mobile août 2025 selon toujours la même source Pharmadata. Alors la mélatonine en fait c'est une hormone de sommeil qui est sécrétée par la glande au niveau du cerveau, c'est la glande pinéale. Et bien sûr, elle est sécrétée pendant la nuit. D'accord. Alors, la mélatonine, du L-tryptophane, qui est un acide aminé qu'on va le ramener à partir de l'alimentation. On va voir par la suite quels sont les aliments qui renferment le L-tryptophane. Ensuite, ce dernier, il va être converti en sérotonine. D'ailleurs, d'où l'importance de s'exposer à la lumière du jour pendant la journée. Et par la suite, il va être converti en mélatonine. Bien évidemment que la synthèse de la mélatonine, elle augmente lorsque la lumière va diminuer. C'est un effet contraire. Bien, alors la mélatonine, c'est un composé qui est lipophile. La concentration matinale, elle est quasiment indétectable, moins de 10 picogrammes par ml, on ne la voit même pas, contrairement à la concentration pendant la nuit qui est environ de 60 picogrammes par ml. Et on a la concentration, elle est vraiment au maximum entre 3h et 4h du matin. Alors là, vous avez un graphe qui vous montre l'évolution de la sécrétion de la mélatonine pendant la journée. Comme vous voyez, la glande pinéale, elle va commencer la sécrétion de la mélatonine vers le coup de 8 heures du soir. Ensuite, il y aura une augmentation de la sécrétion. Elle a un T1,5 qui est bas. Ou le pic pendant 3 à 4 heures du matin. Ensuite, elle va commencer à décroître pour être indétectable pendant la journée. Alors là, vous avez un autre graphe, ici, comme la sécrétion de la mélatonine au cours d'une vie. Bien sûr, la sécrétion nocturne, entre les nourrissons, les enfants, les adultes et bien évidemment les patients âgés. Comme vous voyez, entre les nourrissons, la sécrétion, elle est très, très, très faible. Et en fait, selon la littérature, la sécrétion de la mélatonine, elle commence à partir de 6 mois. Donc, si vous avez des patientes qui viennent à la pharmacie chez vous, qui viennent d'accoucher, ou ils veulent instaurer un rythme de sommeil, les nourrissants dialoguent, c'est pas avant 6 mois. C'est à partir de 6 mois, fin que le bébé, les nuits dialoguent, mais la sécrétion de la mélatonine. Alors, par la suite, la mélatonine, les enfants, le pic à la puberté. Elle va commencer, bien sûr, à diminuer pour avoir un taux qui est très faible chez les patients âgés, d'une manière physiologique et naturelle. La sécrétion de la mélatonine, bien évidemment, elle dépend de plusieurs facteurs exogènes et endogènes. L'âge, l'alimentation, le sexe, le cycle menstruel, les saisons et bien d'autres. On va faire un petit zoom sur chacun de ces détails. Alors, maintenant, l'âge. L'âge, c'est un vrai facteur qui va influencer la sécrétion de la mélatonine. Les patients âgés qui dépassent les 75 ans ont un allongement de la durée d'endormissement qui dépasse les 50 minutes. Alors, imaginez 1 heure, on va dans une
une obscurité totale en train de chercher le sommeil ou même que l'ombre. Avec bien évidemment des réveils nocturnes qui sont nombreux, ce qui va bien évidemment impacter leur qualité de sommeil, sachant que c'est un sommeil qui est non réparateur parce qu'ils ont une diminution de le sommeil profond ou de le sommeil paradoxal, contrairement bien évidemment les adultes ou les enfants. Vous avez aussi l'alimentation qui va influencer sa sécrétion de la mélatonine. Vous avez des aliments qui sont riches en L-tryptophane. Viande de dinde, poulet, poisson, le foie, les produits laitiers, les tomates, les amandes, les cacahuètes, les graines de potiron, les graines de soja, les œufs et la spiruline. Hadou kollhom fihom du L-tryptophane. Donc c'est intéressant de les préconiser et de les manger pendant ou lors du dîner. C'est important. Par contre, tout ce qui renferme de la tyrosine, un autre acide aminé qui est important pour la synthèse de la dopamine, les neuromédiateurs excitateurs, il faut les éviter et les préconiser beaucoup plus pendant le déjeuner. C'est le cas de la viande, l'avocat, les champignons, les haricots, les noix, pommes de terre, betteraves, les asperges et les concombres. Alors, vous avez aussi certains médicaments qui vont influencer, bien évidemment, la sécrétion de la mélatonine. Et je parle, la première classe, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il a été prouvé et observé que l'aspirine, l'ibuprofène, le kétoprophène et l'indométhacine, ils vont diminuer de 50 jusqu'à 75% du taux de la mélatonine lorsqu'ils sont pris le soir à leur dose habituelle. Et dans ce cas-là, il faut éviter de les prendre le soir pour les patients, bien sûr, qui souffrent de troubles de sommeil. Et les préconiser, bien sûr, pendant le matin. C'est le cas aussi pour les bêta-bloquants qui vont non seulement bloquer les récepteurs bêta-adrénergiques au niveau du système cardiaque, mais aussi au niveau de la glande pinéale, qui va diminuer la sécrétion de la mélatonine. C'est le cas aussi des inhibiteurs calciques qui vont aussi antagoniser les récepteurs calciques, non seulement au niveau cardiaque et vasculaire, mais aussi au niveau de la glande pinéale. Alors, les antidépresseurs, il y en a deux. Il y en a les tricycliques et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui vont en fait augmenter la sécrétion de la mélatonine. Par contre, vous allez trouver la fluoxétine qui va abaisser le taux de la mélatonine. Et on clôture par les corticoïdes. Bien sûr, ils vont mimer l'effet du cortisol. Donc, et bien évidemment, ne pas les prendre pendant le soir parce qu'ils vont diminuer le taux de la mélatonine. Voilà. Les saisons. Alors, vous avez pendant l'été, la journée, elle est longue et du coup, la sécrétion de la mélatonine, elle est retardée. Du coup, la sécrétion de la mélatonine, elle ne se fait pas pendant la journée. Elle va être retardée. Mais en même temps, elle va être écourtée. Parce que contrairement à l'hiver, l'hiver, on a une sécrétion qui est prolongée, qui est avancée et prolongée. Parce que le Maghreb, c'est vers le coup de 6h, 6h30 et du coup après elle va être prolongée des fois donc la sécrétion de la mélatonine Voilà. Alors la mélatonine, quel est son mécanisme d'action? Elle va activer deux récepteurs, le MT1 et le MT2, qui sont au niveau suprachiasmatique, qui ont un effet hypnotique et en même temps un effet réparateur, ce qui est bien pour la mélatonine. C'est pas uniquement le sommeil, c'est le sommeil et en même temps le sommeil de qualité, voilà, réparateur. Donc quand vous en fait vous donnez de la mélatonine, vous facilitez l'endormissement, vous diminuez le temps d'endormissement, vous améliorez la durée de sommeil et en même temps vous permettez un sommeil qui est de qualité et réparateur. Alors, est-ce que la mélatonine présente des effets secondaires? Non. Généralement, elle est bien tolérée. Jusqu'à présent, il n'y a aucun cas grave. Par contre, rarement, quand vos patients prennent des doses qui sont très élevées de la mélatonine, et quand je dis des doses très élevées, ce n'est pas des doses qui dépassent les 5 mg, et ce n'est pas des doses pour l'effet hypnotique, c'est pour d'autres actions, on va voir les rôles par la suite de la mélatonine. Un effet antioxydant, un effet anti-inflammatoire, là les médecins, certains spécialistes, ils vont augmenter le dosage. C'est possible, rarement c'est possible de voir de la somnolence, de la fatigue et des cauchemars, surtout, ce qu'ils revendiquent le plus. Voilà. Mais généralement, elle est bien tolérée. Alors, est-ce que la mélatonine présente des interactions médicamenteuses? Eh oui, elle présente des interactions médicamenteuses. Alors, la mélatonine, chez la femme enceinte, la femme allaitante, non, mais si contre-indiqué, c'est par absence de données cliniques. Cependant, vous allez trouver des ordonnances de médecins qui vont prescrire de la mélatonine chez la femme enceinte. Parce que selon eux, moins de 2 mg par jour, un complément alimentaire, et c'est une hormone naturelle, ça ne va pas causer des dégâts qui sont graves. D'accord? Mais après, par absence de données, à ne pas la prendre. Généralement, non. Alors, les inhibiteurs calciques, avec principalement, il ne faut pas l'associer avec le nifedipine. Avez-vous la molécule? Le nom commercial? Adalat, merci.
c'est le Adalat. Avec Adalat, nifedipine, surtout pas. Ne pas les associer parce que l'effet de l'antihypertenseur, il va plus être là. Alors, il ne faut pas l'associer aussi avec les AVK coumariniques, sinon il y a un risque de saignement accru. Il ne faut pas l'associer, c'est une contre-indication avec l'antidépresseur, le fluvoxamine. Alors, le nom commercial, je l'ai screené. C'est un antidépresseur qu'on ne voit pas beaucoup. Excusez-moi, je vais comme sur place. Il s'appelle Floxifral. Floxifral. Voilà. Alors le floxifral, c'est une contre-indication qui est absolue. Il y a l'augmentation de l'effet de la mélatonine. Et bien sûr, ne pas l'associer avec l'alcool, théine, caféine. Alors, est-ce qu'on peut donner de la mélatonine chez les nourrissons? Oui, sous prescription médicale, un dosage de 0,5 mg. Non, ils n'ont pas cité. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner chez les enfants à partir de 2 ans? Oui, avec un dosage entre 0,5 et 3 mg. Bien évidemment, la forme galénique, elle doit être adaptée aux enfants. Est-ce qu'on peut donner chez le patient qui a l'hypertension artérielle? Oui, sauf s'il est sous nifedipine. Attention. Est-ce qu'on peut le donner en cas de diabète type 2? Oui. Et faites attention, s'il vous plaît. Il faut demander à vos patients qui sont diabétiques type 2 de voir leur hémoglobine glyquée parce que la mélatonine, quand on la prend d'une manière prolongée, elle va diminuer l'hémoglobine glyquée, parce qu'il est intéressant aussi pour le patient diabétique type 2. Alors, pour toutes les pathologies neurologiques et psychiatriques, l'épilepsie, Parkinson, la dépression, oui, bien évidemment, sous prescription médicale. La dépression, faites attention uniquement si votre patient il est sous fluvoxamine. Et puis, pour les maladies auto-immunes, toujours oui, sous avis médical, parce que la mélatonine, elle peut avoir une action immunomodulatrice. Pour le patient asthmatique, oui, à ne pas augmenter la posologie. Et pour le cancer, que ce soit le patient, il est sous ou sans la chimiothérapie, oui, on peut donner de la mélatonine. Alors, en fait, le tableau, je n'ai pas dit est-ce qu'on peut conseiller, ni on peut délivrer. J'ai dit est-ce qu'on peut donner. Pourquoi? Parce que les situations, le patient peut prendre la mélatonine. Oui, c'est-à-dire que le pharmacien, il peut conseiller, ça, comme ça. Mais l'IFIHOM, oui, sous prescription médicale, ce qui va délivrer de la mélatonine, bien évidemment, après avoir une ordonnance voilà, sous les yeux. Alors, bien sûr, le tableau HADA, il est basé sur des études, notamment chez les nourrissons, les enfants, patients hypertendus, patients diabétiques. Pour tout ce qui est neurologique, je me suis référée au dernier consensus de la Société française de recherche de médecine et de sommeil. C'est le dernier consensus qui a été fait. Et puis, pour le cancer, c'est une méta-analyse à laquelle je me suis basée. Alors, la pharmacocinétique de la mélatonine. Au niveau de vos pharmacies actuellement, il y a 2 types de mélatonine, par voie orale ou là par voie sublinguale. Ça existe. Après, en parent, on va trouver même par voie nasale, voilà. On va trouver des tisanes et autres. Alors, malheureusement, la mélatonine par voie orale, elle a une faible biodisponibilité qui est uniquement de 15%. Et là, c'est prouvé par la littérature, par les études. Là où vous cherchez, même sur Google, malheureusement, elle a une faible biodisponibilité. C'est uniquement, on en profite de 15%. Avec un Cmax qui est modéré et un Tmax qui va jusqu'à 30 à 60 minutes pour avoir des effets sur l'endormissement. Contrairement à lorsqu'on prend de la mélatonine par voie sublinguale, ben, bien sûr qu'elle a une haute biodisponibilité parce que toute la quantité elle est au niveau de la circulation sanguine dans un laps de temps, le temps que le comprimé il va être dissous sous la langue, après avec un pic qui est plus élevé et plus rapide sur l'endormissement avec un Tmax qui est de 15 à 30 minutes. Sachez que lorsque vous conseillez de la mélatonine par voie sublinguale, votre patient il va s'endormir au bout de 15 minutes. Alors pour le premier passage hépatique, malheureusement, il est très important pour la voie orale. La majorité, voire 85% de la quantité de la mélatonine, elle est métabolisée en 6-sulfatoxymélatonine, ça s'appelle le 6-SMT. Vous allez trouver comme ça des études qui est inactivé. Contrairement à la voie sublinguale où il n'y a pas de premier passage hépatique, on en profite de toute la quantité. Et je voulais ajouter un point qui est très important, l'influence de l'alimentation, même si on n'en parle pas, mais c'est un point qui est important. Autant que marocain, il y a des années, quand j'étais petite, le repas principal était le déjeuner. La maman, le papa, couché fort. Mais actuellement, avec le lunchbox, le repas principal, c'est le dîner. Et autant que marocain, je sais que le dîner, il est tard le soir. On ne dîne pas avant 8 heures. On dîne après 9 heures.
Après 9 heures. Et donc, si on prend le repas tardivement et on prend par la suite le comprimé par voie orale, mais bien sûr que l'alimentation, elle va jouer un rôle sur le Tmax de la mélatonine. C'est évident. Contrairement à la voie sublinguale, directement, on met le comprimé sous la langue et puis c'est tout. Même si on vient de manger, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'on a de la mélatonine par voie sublinguale, on a de la rapidité qui est importante. À bout de 15 minutes, on a de l'action, on n'a pas de premier passage hépatique, d'où l'efficacité de la mélatonine par voie sublinguale. Alors, la mélatonine, c'est pas uniquement, elle a un rôle pour l'effet hypnotique et réparateur, elle a un rôle antioxydant qui est plus fort que la vitamine E. Vous allez trouver beaucoup de gynécos qui vont prescrire de la mélatonine chez les femmes qui ont de l'infertilité pour son rôle antioxydant. Elle a aussi un rôle anti-inflammatoire, immunomodulateur, neuroprotection, cardioprotection et régulateur métabolique. Et c'est pour les rôles que généralement les médecins, des fois, ils vont prescrire beaucoup plus que 2 mg par jour. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, je représente le laboratoire Midi Pro Group, qui est un laboratoire reconnu en nutraceutique depuis plus de 25 ans. Et je vais commencer la présentation des produits que vous avez certainement en officine par le Calmatonine Fast. Alors, Calmatonine Fast, c'est tout simplement de la mélatonine par voie sublinguale, qui présente plusieurs avantages. Alors déjà, c'est le plus fort dosage sur le marché marocain en mélatonine, 1,95 mg par chaque comprimé. La deuxième des choses, c'est un comprimé par voie sublinguale. Et qui dit un comprimé par voie sublinguale, dit une entrée directe de la mélatonine dans le sang avec une forte biodisponibilité et une absorption et un début d'action qui est rapide. La troisième des choses avec mélatonine Fast, c'est qu'on a une molécule qui s'appelle le CMC réticulé. Alors, cette CMC réticulé, vous pouvez en chercher, vous allez trouver qu'elle va former un réseau tridimensionnel sur une quantité de la mélatonine. Et donc, elle va permettre une libération qui est prolongée. Comme ça, quand vous allez donner de la calmatonine Fast chez vos patients, vous allez diminuer dès que les réveils nocturnes. Donc, calmatonine Fast, lorsque vous allez le conseiller chez vos patients, un endormissement au bout de 15 minutes, et ça, je vous le rassure parce que c'est déjà essayé. 2, il va diminuer les réveils nocturnes avec bien évidemment une augmentation de la durée du sommeil réparateur. Mis à part son efficacité, il est sans effet secondaire, sans dépendance, un comprimé par jour à partir de 6 ans. Oui, vous allez le mettre chez les petits patients sous la langue. Et bien évidemment, il est aussi accessible puisque la boîte de 30, elle ne coûte que 79 dirhams 50. Il reste le plus accessible sur le marché marocain. Alors là, il y a un TAP, un tiré à part où il y a beaucoup d'études. Je voulais m'arrêter sur 2 études. La première des choses, c'est une revue systémique portant sur les différentes méthodes d'administration de la mélatonine par voie orale, sublinguale et intranasale. Alors, je m'arrête là. L'administration sublinguale a présenté une biodisponibilité plus élevée, permettant une absorption plus rapide et plus efficace, avec un Tmax qui est plus court. Une deuxième étude qui est plus récente, elle date de 2023, elle est marocaine. Elle a comparé directement la biodisponibilité de la mélatonine par voie orale et par voie sublinguale. Et comme vous pouvez remarquer, le Cmax, il est beaucoup plus important par rapport à la voie orale. Il représente à peu près le double, avec un Tmax qui est beaucoup plus court par rapport à la voie orale, d'où l'efficacité de la voie sublinguale par rapport à la voie orale. Alors, mis à part Calmatonine Fast, vous avez aussi le Nuvemac Plus, qui est en fait du magnésium avec de la mélisse pour vos patients qui arrivent mal à dormir. Chaque gélule, elle contient 150 mg de magnésium marin, 200 mg de mélisse et 2 mg de vitamine B6. Alors, si vos patients sont anxieux pendant la journée, ils arrivent mal à dormir pendant le soir. C'est possible de donner une gélule le matin, une gélule le soir. Sinon, s'ils ont uniquement des troubles de sommeil, c'est 2 gélules le soir. Ils vont dormir sur place. Alors, pour les petits, vous avez Phytobambi Sommeil à base d'actifs naturels, tilleul, mélisse et passiflore en extrait sec. Pour les moins de 5 ans, 2 cuillères à café le soir avant le coucher. Pour les plus de 5 ans, c'est 2 cuillères à soupe le soir après bien sûr, avant toujours le coucher. Ou là, vous avez le Somnex qui est pour les tout petits, sous forme de gouttes buvables, avec la même composition. Et bien évidemment, vous avez aussi le Somnex adulte. Alors, le Somnex adulte, qui est à base d'actifs naturels, c'est un sommeil bien évidemment de qualité. Je répète, s'il vous plaît, c'est pas l'endormissement qui est rapide comme la calmatonine. Alors, il est à base de Escolsia, Scutellaire et la valériane avec un fort dosage de 550 mg d'actifs par comprimé, équivalent à 1100 mg d'actifs par 2 comprimés, puisqu'on donne 1 à 2 comprimés par jour. Et je clôture que l'insomnie, la prise en charge, elle doit être non seulement globale, mais personnalisée. Bien sûr que la prise en charge allopathique, elle a sa place quand on a une insomnie qui est sévère, même si malheureusement elle est mal tolérée, mais elle a sa place. Les nutraceutiques, que ce soit de la mélatonine, que ce soit les
plantes, que ce soit les minéraux, bien évidemment, ils sont là pour donner une alternative qui est efficace et sécuritaire. Le pharmacien, il joue un rôle clé parce que non seulement il doit évaluer, conseiller, prévenir les mésusages, mais surtout accompagner dans la durée. Il y a 4 semaines pour l'allopathie, il ne faut pas dépasser, et il faut attendre 2 semaines pour avoir l'efficacité pour les plantes. Et bien évidemment, quand je dis une prise en charge qui est globale, ça englobe l'hygiène de sommeil, les nutraceutiques, si besoin, les médicaments pour améliorer à la fois le sommeil et la qualité de vie de vos patients. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Des questions? Oui. Merci. Oui, des questions. À partir de quelle heure? Alors, la mélatonine, on peut la prendre à partir de quelle heure? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai Calmatonin Fast à la maison. D'accord, qu'est-ce que je fais? Le jour où j'arrive pas à dormir, généralement, je dors bien, alhamdoulilah. Mais le jour où j'arrive pas à dormir, après 15 minutes, tu vas être là-bas. Oui, non, Mais moi, j'ai un sommeil saccadé. Je dors facilement. D'accord, mais après 1 heure, 2 heures, je suis réveillée. dans ce cas-là, vous ne prenez pas un, vous prenez 2 comprimés le soir. Sous la langue. Et dites-moi après ce que vous allez. Oui. Oui, docteur. Merci pour cette intervention très claire. Il y a pas mal de personnes qui ont cette addiction des benzodiazépines, même à très faible dose, c'est-à-dire 1/4 de comprimé, 1/2, 1/4, et qu'en passant à la mélatonine, n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce que vous suggérez, bien évidemment, une forme de schéma thérapeutique qui puisse faciliter d'enlever cette dépendance et de pouvoir le relayer avec la mélatonine. Merci. Alors en fait, si on revient un petit peu en arrière, on a dit que les benzodiazépines, ils vont favoriser un sommeil qui est lent, ils vont faciliter l'endormissement, ça c'est clair. Ils vont favoriser un sommeil qui est lent, l'augmentation du sommeil lent, mais par contre, le sommeil profond et paradoxal, il n'est plus là. D'accord. La calmatonine, elle fait le contraire. La calmatonine, elle respecte en fait les cycles de sommeil. C'est-à-dire, il y a le sommeil profond, il y a le sommeil paradoxal, il y a bien évidemment un endormissement qui est rapide. Alors, le schéma, ça dépend du patient. Ça dépend du patient. Parce que les benzodiazépines, déjà, c'est difficile qu'un pharmacien il va les enlever directement le patient sans avis médical. Mais est-ce que c'est possible de les associer? Oui. Comme ça, sur vraiment une longue durée. Parce que des fois, c'est psychique. Règle le patient, adulte. Je reviens toujours ma grand-mère. ديال البنزوديازépine et elle est comment des fois on change la molécule elle est en rupture, on ramène une autre molécule, un autre produit, elle va pas le prendre tout simplement, elle va te dire non, c'est pas lui, ramenez-moi هذاك اللي سناخذ انا. Donc des fois c'est psychique. Règle le fait qu'elle va pas voir, oui, parfois elle va pas le voir, elle va pas le prendre. Donc c'est difficile d'enlever carrément les benzodiazépines et de donner la mélatonine à la place. Là c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les associer sur une bonne période et de diminuer le dosage des benzodiazépines dans la période. Mais la période exacte, c'est le médecin qui va parce que ça dépend du patient. Les médecins avaient déjà donné l'arrêt des présomptions. Vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire que c'est le patient qui le prend lui-même. Alors, dans ce cas-là, c'est de diminuer déjà la dose des benzodiazépines, mais il ne va pas le prendre sans ordonnance. Non, oui, on peut les associer. Avec une baisse de benzodiazépines, au fur et à mesure du temps, oui. Ça doit durer, oui, ça doit bien durer, parce que le patient le changement. Ça doit bien durer. Bien sûr, on a beaucoup de cas comme ça. Et ça facilite. Ça donne de bons résultats. Effectivement, surtout avec la voie sublinguale. Juste que le patient, attention s'il vous plaît, pour la voie sublinguale, le patient par la suite ne doit pas boire de l'eau. Juste après la prise ça, c'est fini. Il faut dormir. La durée 2. Ça dépend du cycle avec le patient. Parce qu'on a dit ça varie entre 4 à 6 cycles par nuit et entre 60 à 120 minutes par nuit. Donc ça dépend de chaque patient.
Ça dépend. Oui, docteur. Alors, la dose maximale, pour nous, conseil officinal, il ne faut pas dépasser 2 comprimés par jour. On va dire que fait 2 mg, même si ma fait 2 mg et c'est moins que 2, on va dire que c'est 2. Donc, il ne faut pas dépasser 4 mg par jour. Parce que, attention, c'est un point qui est très important. Si vos patients, il prend 2 comprimés, en sublingual, ما داروا له حتى شي حاجه ولا par voie orale بحال تاع sublingual ما دار له حتى شي efficacité ما عطاش فيه. D'accord? Maintenant, même s'il prend plus que 4 mg, ça ne va rien faire. On peut les associer. D'ailleurs, prochainement, vous allez voir des nutraceutiques à base de mélatonine et de plantes. Un panache. C'est un panache, oui. Non, il y aura. Oui, docteur. Non, il n'y a pas de dépendance pour la mélatonine. Pourquoi? Parce que c'est une hormone déjà qui est physiologique. On ne ramène pas une substance qui est... Oui, il n'y a pas de dépendance, oui. D'ailleurs, il y a des gens qui ont et il n'y a pas de problème. C'est le cas des patients âgés, parce que physiologiquement, il n'y a pas la sécrétion de la mélatonine chez un patient normal. Mais par exemple, pour nous, pour vous, pour moi, etc., non, c'est possible de la prendre. وتغيب عليها عاوتاني واحد السيمانه حتى لواحد النهار جاك اون انسومني tu vas la prendre encore une fois. Excusez-moi. Pour calmatonine, c'est vraiment fnemousique. 15 minutes, je dis excusez-moi avec un docteur. Oui là. La vérité, pour ne pas mentir, j'ai une étude avant la conférence, mais par contre, je peux prendre votre numéro de téléphone, chercher le sens et revenir vers vous. Comme ça, je ne dis pas des bêtises. Merci à vous. Oui, docteur. La résistance à la mélatonine, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Oui. Oui. Tu peux l'expliquer? C'est comme ça. Non, il n'y a pas d'explication. C'est en fait, soit ça va donner l'efficacité avec soit 2 mg, soit 4 mg. Des fois, il faut doubler la posologie. Ah oui, des fois, il ne faut pas donner un comprimé, il faut donner 2 comprimés. Et dans ce cas-là, prenez 2. Mais si vous prenez 2 ou medafik walou, ça veut dire que vous présentez une résistance à la mélatonine. Ce n'est pas la peine d'augmenter la dose. Il faut passer à autre chose, oui, effectivement. Il faut passer à autre chose. Oui, docteur. Pardon. Non, la durée, c'est de 2 mois généralement. D'accord? Si le patient, il apprend d'une manière vraiment quotidienne, c'est 2 mois. Après, il peut faire une fenêtre thérapeutique s'il arrive. S'il n'arrive pas, il peut continuer, il n'y a aucun problème. Oui. Pour les sujets jeunes? Non, elle a une action antioxydante. Au contraire, je viens de le dire que vous allez trouver des prescriptions de gynéco qui vont donner de la mélatonine pour son action qui est forte antioxydante pour l'utiliser pour l'effet sur l'infertilité. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Oui, docteur. Dans certains pays, la mélatonine à 5, à 10, même ça arrive jusqu'à 12. Oui. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc, c'est des médicaments. Donc, c'est des médicaments dont le but, ce n'est pas l'action hypnotique. Dans le but, c'est les autres actions. C'est l'action anti-inflammatoire, antioxydante, immunomodulatrice. Oui, c'est les autres actions, mais pas l'effet réparateur de sommeil. Au Maroc, il y a des laboratoires mais avec un fort dosage. Mais je vais le marché, d'autres marchés, bien évidemment. Non, parce que je vous dis pourquoi. Parce que les apports journaliers recommandés, c'est de ne pas dépasser 2 mg par jour. C'est moins de 2. Sinon, à partir de 2, vous êtes un médicament. À l'étranger, ce n'est pas les mêmes apports journaliers. Ça diffère. C'est le cas, par exemple, pour la vitamine D. Au Maroc, c'est 200 unités internationales. En France, c'est 800 unités internationales. Moins de 800, vous êtes un complément alimentaire. Donc, en fait, le dosage à 12, c'est un dosage qui n'est pas indiqué pour l'insomnie. Non.
Non, c'est un dosage qui est très fort. Très, très fort. Ah, ah oui, très fort, non. Non, pour d'autres accents, oui. Mais l'insomnie, ça sert à rien après tout. Antioxydante, anti-inflammatoire, infertilité. Les gynécos, ils vont être intéressés par le dosage HAD. Mais pas pour l'effet le sommeil. D'autres questions? C'est bon? Ben, je vous remercie. Merci. Merci à vous.